Que ce soit sur Netflix, Disney+, ou YouTube, les histoires de Rise and Fall, on le vend en poupe. On adore entendre et voir la déchéance de ceux qui sont montés rapidement au sommet, puis se sont écrasés au sol quelques temps après. Goodfellas, Les Affranchis en français, c'est probablement le prototype le plus emblématique du Rise and Fall. Goodfellas, c'est l'histoire d'un type qui a passé sa vie entière dans la mafia new-yorkaise et qui l'a tellement fréquenté que ça lui en a coûté sa vie, enfin son identité. Il sera tellement impliqué, il connaîtra tellement de secrets qu'il entraînera toute la mafia dans sa chute. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Aujourd'hui, on va parler de Goodfellas, le film culte de Martin Scorsese. On parlera évidemment du film, mais aussi des faits réellement survenus, ceux qui ont inspiré le film. Je pars du principe que si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà vu le film, au moins une fois, et si c'est pas le cas, arrêtez cette vidéo dès maintenant et revenez quand vous l'aurez vu. Parce que ça va spoiler, mais alors dans tous les sens, et si jamais, jeune millénial, tu n'as jamais encore vu ce film ou tu n'en as jamais entendu parler, sache que c'est le film qui te plonge littéralement au cœur de la mafia des années 60 et 70. C'est sale, c'est violent, c'est méchant, et c'en est marrant, tellement c'est dingue. Mais surtout, c'est hyper bien réalisé. Bref, si vous aimez les films de gangsters, après Le Parrain, c'est le film de gangsters à voir. Évidemment, le film implique par lui-même que certaines choses dont on parlera seront violentes et pas forcément adaptées aux âmes les plus sensibles. Donc les kids, filez dans votre chambre. Il y a pratiquement quelque chose à dire à chaque scène du film, que ce soit au niveau du montage, de la réalisation ou de l'histoire vraie sur laquelle sont basés ces événements. Alors comme pour un film, je vais faire le choix de ce qui me paraît le plus cool et intéressant à connaître à travers toutes ces anecdotes. Si comme moi vous adorez le film Les Affranchis et que vous voulez en savoir plus sur le film, dites-le moi en commentaire pour qu'on fasse une autre vidéo. Et surtout, partagez vos anecdotes favorites en commentaire pour que tout le monde soit au courant. Pour faire cette vidéo, j'ai revu la version remasterisée du film en 4K avec un son immersif en 5 points. Pour le regarder, j'ai donc eu la chance de profiter d'une incroyable salle cinéma dans laquelle je me trouve actuellement. Bref, je me suis mis dans des conditions qui sont même meilleures qu'au cinéma à sa sortie. Et si comme moi vous aimez les films et en avez la possibilité, évidemment, ne vous privez pas d'une véritable installation cinéma chez vous, que ce soit dans votre salon ou dans une autre pièce de votre maison ou de votre appartement. Il n'y a pas mieux que revoir vos films dans un vrai grand écran avec un son immersif de folie. Mais laissons ça de côté pour l'instant, je vous en reparlerai un peu plus tard dans cette vidéo. Après avoir réalisé son premier et unique film de gangster, Mean Streets en 1973, Scorsese ne souhaitait plus réaliser de film sur le sujet. Le film avait été l'une de ses premières grandes réussites, tirée directement de son expérience personnelle. Mais lorsqu'il tombe en 1985 sur le livre Wise Guy de Nicolas Pileggi, il est littéralement absorbé par le livre, ses références au quartier de New York qu'il connaît de son enfance et surtout la représentation réaliste et crue de ce qu'il connaît réellement de la mafia. Scorsese ayant grandi dans les quartiers de Little Italy à New York, quartier dans lequel il ne bougera pratiquement pas durant sa jeunesse. Bref, Scorsese connaît cette pègre que décrit Nicolas Pileggi dans Wise Guy de par son origine sociale et culturelle. Pileggi, de son côté, est journaliste d'investigation, il est spécialisé dans l'histoire des mafias des États-Unis et au début des années 80, il est contacté par l'avocat d'Henry Hill. Henry Hill, qui est à ce moment-là encore sous la protection des témoins avec une fausse identité, puisqu'il témoigne contre tous ses anciens camarades de la mafia. Il propose à Pileggi de raconter son histoire pour en faire un livre et accessoirement renflouer aussi son compte en banque. La particularité de la situation, c'est que pour la toute première fois, on reçoit les informations totalement sans filtre et directement de la part d'un ancien gangster de la mafia new-yorkaise. En 1985, le livre est édité, il devient rapidement un carton international. Peu de temps après sa sortie, il tombe alors entre les mains de Scorsese. Après avoir lu le livre, Scorsese appelle alors le journaliste. He said, hello? He said, yeah, my name is Marty Scorsese. He said, I'm a film director. And he said, do you know? And I said, I know who you are. And he said, well, I'm calling you because he said, I just read your book. And he said, I've been looking for this book for years. I said, well, I've been waiting for this phone call all my life. So he said, I want to do it. Le livre et le film sont l'exact opposé de ce qu'était Le Parrain. Là où Le Parrain est une sorte de film-opéra qui raconte l'histoire d'un père et des relations interfamiliales dans le cadre d'un univers mafieux romancé, le livre Wise Guy et logiquement le film Les Affranchis racontent la vraie vie de la mafia. Là où Le Parrain nous fait prendre le parti de la famille et de Michael Corleone, Les Affranchis vous montrent les choses telles qu'elles sont réellement, dans les moments drôles mais aussi les moments les plus sordides. En définitive, Scorsese vous laisse vous faire votre propre opinion sur ce que vous voyez. Le livre Wise Guy relate donc l'histoire du jeune Henry Hill dès ses 11 ans, lorsqu'il a ses premiers contacts avec la mafia locale. On retrouve aussi le témoignage de Karen, sa femme, qui donne souvent le point de vue parallèle à une même situation. C'est notamment ce qui rend le livre aussi captivant. On assiste à ce qui se passe des deux côtés d'un même événement pour Henry et Karen.
Scorsese participe activement à l'écriture du scénario avec Pileggi, c'est la raison pour laquelle on retrouve son nom aussi à cet aspect du film. Une première depuis la sortie de Mean Streets, 17 ans auparavant. Alors évidemment, tous les événements du film ne sont pas 100% représentatifs de la réalité, mais mis à part quelques ajustements pour le bien du flux de l'histoire, tout ce que vous voyez à l'écran est réellement écrit dans le livre, et donc c'est réellement produit. D'ailleurs, la voix off de Karen et Henry reprennent les vrais témoignages tirés du livre. Durant cette vidéo, on s'intéressera à la comparaison des événements du film avec ceux survenus en vrai. Et bien sûr, on s'arrêtera sur les anecdotes et les références qui vous avaient peut-être échappé lorsque vous avez regardé le film pour la première fois. De Niro et Scorsese ont déjà tourné ensemble dans une majorité de films. L'acteur sera donc le premier à valider sa participation au long métrage. C'est ce qui permettra d'élever le budget de la production à 25 millions de dollars pour la réalisation des Affranchis. Robert De Niro interprète le voyou et mentor de Hill, Jimmy Conway, qui s'appelle en réalité Jimmy Burke. Conway étant le nom choisi dans le film parce qu'il s'agit du nom de jeune fille de sa mère. C'est notamment les réclamations de la fille de Burke, 100 000 dollars quand même, qui poussera la production et Scorsese à échanger les noms des personnages, à l'exception évidemment de Henry et de Karen. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on n'entend pas parler des fils de Jimmy Burke, qui, il faut quand même en parler, les avait nommés Frank et Jesse James, comme les deux frères cow-boys et hors-la-loi. Ça ne s'invente pas et ça cadre quand même déjà bien le personnage. Joe Pesci, qui avait déjà joué aux côtés de De Niro dans Raging Bull, est convaincu qu'il est fait pour interpréter Tommy DeSimone, renommé Tommy DeVito, dans le film. En clin d'œil au leader du groupe de rock les Four Seasons, Tommy DeVito, dont Joe Pesci est un ami. D'abord réticent, Scorsese finit par accepter après avoir vu l'interprétation de Pesci durant les essais. Si le réalisateur est hésitant, ce n'est pas à cause du manque de talent de Joe Pesci, mais parce qu'il y a, comment dire, une énorme différence entre le physique de Tommy DeSimone et de Joe Pesci. Tommy DeSimone mesurait environ 1,90 m pour 110 kg. D'après les témoignages de personnes qui l'ont côtoyé, il était plutôt beau gosse et il est mort à 28 ans. Alors que Joe Pesci, lui, a déjà une bonne quarantaine d'années lorsqu'il joue dans le film. Il mesure 1,60 m et pèse plutôt dans les 60 kg. Et en plus, Tommy DeSimone avait une moustache. Donc non, Joe Pesci ne ressemble mais alors clairement pas à Tommy DeSimone, mais il l'interprète formidablement bien. Il saluera d'ailleurs l'interprétation de l'acteur pour la justesse de l'incarnation du personnage. Puisque vous aurez l'occasion de vous en rendre compte à bien des niveaux, le film n'exagère mais alors pas du tout les traits de Tommy DeVito par rapport à la réalité. Et juste pour une mise en bouche, son premier meurtre, c'était à 17 ans. Il a tué un passant, comme ça juste pour rire, il a dit à Henry « Eh regarde !» et paf, plus de passants. Voilà, ça, c'était Tommy DeSimone. What the fuck is so funny about me? Lorraine Bracco, qui est à l'époque peu connue, obtient le rôle de la femme de Henry Hill, Karen. Vous l'aviez certainement déjà vue dans Commissaire Moulin ou dans Duo sur canapé. Ah, tu veux parler des autres? Non, ça va, je rigole. On la retrouve 10 ans plus tard dans la série Les Sopranos avec Frank Vincent qui interprète Billy Bats. Série dans laquelle on retrouvera d'ailleurs pas loin de la moitié du casting du film. Série dont le créateur dira ouvertement que son inspiration pour la série provient du film Les Affranchis. Ray Liotta, qui a joué dans 3 films à l'époque, sans jamais avoir fait de grands cartons, se battra pour avoir le rôle. Puisque Scorsese, de son côté, l'apprécie, De Niro aussi, mais pas le producteur Irving Winkler. When Marty wanted to cast Ray, I said, why Ray? We could do better. I kept saying, look at other people, let's see who else is out there. And my wife and I having dinner, and Ray Liotta was in the restaurant, and he came over to my table, and he said, could I see you for a minute and talk to you? I had never met him. And I said, sure. He got up from the dinner table, and we went outside. And he said, look, I know you've been resisting me playing the part. And he convinced me, and I called Marty the next day and said, you know what? I think you're right. Hire him. Le producteur, impressionné par l'aplomb du jeune acteur, acceptera de le faire entrer au casting. Paul Servino, qui n'est pas un acteur que l'on connaît forcément beaucoup en Europe, interprète le rôle de Paul Cicero, le mentor et patron de la mafia locale. Le nom du véritable gangster étant Paul Vario. Lui a vraiment le physique du personnage, mais au départ n'est mais alors pas du tout un gros dur, à tel point qu'il pensera plusieurs fois à refuser le rôle. Jusqu'au jour où... I was preparing to go out one night, passed by the mirror to check for spinach in the teeth, and I jumped back. I literally frightened myself. I saw a look in my eyes that frightened me. And who was that? I said, that's Paulie. And once I found it, the role became just a duck in water. It just was so easy to do. Le tournage démarre au printemps 1989 à New York. La première demi-heure du film permet de comprendre les personnages et leur environnement. Pour créer un twist dans la narration, Scorsese a proposé à Pileggi de démarrer le film avec l'événement qui va faire pivoter la vie des personnages et surtout celle d'Henry Hill. Because the moment of that Billy Bats murder is where everything changes for them. So we took that out of the middle of the book, put it in the front. And he says, when they kill him, and then they put the trunk down, then I'll freeze on
Ray Liotta looking out, and then bam, you're in the movie. Ce meurtre de Billy Batts est évidemment tout à fait semblable à ce qui s'est passé en réalité. Mais j'y reviendrai tout à l'heure plus en détail. Pour comprendre un peu mieux Henry Hill, voici quelques éléments intéressants. D'abord, tous les événements de l'introduction et sa fascination pour les gangsters sont bien vrais, à la nuance près que Hill a effectivement un frère en fauteuil roulant, qu'on verra d'ailleurs à la fin de l'histoire, mais surtout aussi 4 autres frères et sœurs. Dyslexique, il est mauvais à l'école, et comme beaucoup de dyslexiques, ce qui lui manque pour écrire correctement, il va le développer dans l'art d'interpréter les réactions des personnes qui sont face à lui. Dès l'âge de 11 ans, il se met à faire des courses pour Polly. Et là encore, le passage du gars qui se fait tirer dessus pratiquement sous les yeux de Henry Hill est vrai aussi, à la différence près que le gars s'est fait exploser la main parce qu'il se protégeait la tête lorsqu'il s'est fait tirer dessus. Il s'est donc aussi pris 2 balles dans la tête, il était toujours vivant. Dès les premiers plans, les mouvements de caméra nous plongent dans l'action. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Et en 15 minutes, on sait donc d'où vient Henry, son parcours et son lien avec la mafia. Pour arriver à ce résultat, Scorsese prend le parti d'utiliser la voix off. It was a glorious time. The wise guys were all over the place. Le réalisateur expliquera s'être inspiré de Jules et Jim, le film de François Truffaut, sorti en 1962. Cette technique permet en quelques phrases de retranscrire la richesse littéraire d'une œuvre à l'image. Ce qui est difficile à retranscrire dans le film, c'est l'âge du garçon, puisque Henry Hill doit avoir environ 16 ans lorsqu'il parle pour la première fois en prison durant cette scène. Ce que l'on comprend rapidement grâce au film, c'est l'importance de ne pas balancer. Et on comprend que Hill l'a bien compris. Mais là où Hill l'a en fait encore mieux compris, c'est lors d'une anecdote précédente, non mentionnée dans le film. Ce jour-là, le jeune Hill a à peine 15 ans. Il accompagne Paul Vario, son mentor, Paul Cicero dans le film, voir sa maîtresse. Il pense que c'est une visite de courtoisie. Mais il se trompe. La maîtresse de Polly a contacté sa femme. Et ça, Polly, il n'apprécie pas du tout. Bah oui, on balance pas. Le gentleman s'est donc défoulé à coups de batte de baseball sur la pauvre femme. Il expliquera qu'à ce moment-là, il avait bien compris qu'il fallait pas balancer. On se retrouve donc dans le film en présence de Henry Hill et son pote Tommy. Tous les deux sont à présent adultes, enfin pas tout à fait. À ce moment-là, il a à peine 21 ans et comme il a 7 ans de plus que Tommy, Tommy devrait avoir 14 ans. Bon, ça fait partie des petits arrangements avec la réalité dont je vous parlais en début de vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous parle de ça parce que pour ceux d'entre vous qui ont vu le film il y a longtemps, les coups sont quand même à pas piquer des hannetons pour des gamins de cet âge. Il nous fait ensuite pénétrer au Bamboo Lounge. Scorsese nous plonge littéralement dans la peau de Hill avec une caméra en vue subjective, puisqu'il nous présente le club et l'ensemble des gentlemen qui occupent les lieux à travers les yeux d'Henry. Cette séquence à la réalisation super minutieuse nécessite que chacun des comédiens et figurants réagisse correctement à la seconde près. Le prochain plan séquence est le plus connu et le plus technique. Je préfère donc vous en dire un peu plus sur celui-là dans quelques instants. Arrive ensuite la scène du... Funny how? En préparant la scène de l'échange au restaurant, Joe Pesci parle à Scorsese d'un événement qui lui est réellement arrivé. Quand il était jeune, Joe Pesci travaillait dans un restaurant qui était fréquenté par des mafieux. Et lorsque l'un d'eux fait une blague, Pesci innocemment dit « You're funny ». T'es marrant en français. Le mafieux lui a fait exactement la même blague que vous voyez dans le film. Funny how? C'est ce qui a inspiré cette scène qui n'était pas du tout dans le scénario du film. Well, I'm funny how? I mean funny like I'm a clown, I amuse you? D'ailleurs, en parlant de cette scène, pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez probablement vu cette bouteille d'anisette changer de position d'un plan à l'autre. On retrouve pas mal de coquilles comme ça à travers le film, mais ce qui est cool, c'est que les scènes sont tellement réelles et dynamiques qu'en réalité, c'est très rare de les avoir qui nous sautent aux yeux. Je sais pas vous, mais à chaque fois que je revois cette scène, alors que je la connais pratiquement par cœur, je peux pas m'empêcher d'être tendu et de penser que ça va réellement péter. Get the fuck out of here, Tommy. You motherfucker! I almost had him! Et au-delà de Tommy qui met la pression, ce qui maintient l'intention, c'est le regard de l'ensemble des personnages qui sont autour. Il n'y en a pas un qui bronche. On commence à comprendre que ces joyeux lurons sont rigolos, mais pas que. Et que le jeune Tommy DeVito, Tommy DeSimone, en réalité, est déjà bien allumé. Et si vous vous demandez comment les acteurs autour jouent aussi bien à la tension et l'étonnement, eh bien c'est juste qu'ils ne savaient réellement pas comment la scène allait se finir. Ce passage du film ne s'est donc pas du tout produit dans la vie d'Henry Hill, mais il renferme tout de même une réalité du milieu de la pègre transmise par l'expérience de Joe Pesci. Elle nous permet de comprendre en quelques instants les mouvements de force des personnages. Tommy révèle déjà les traits d'un psychopathe qu'il est réellement. Hill, lui, est plus cool, c'est un beau parleur, ce qui est effectivement le cas. En revanche, ce que vous voyez à la fin de la séquence, quand Tommy casse la bouteille sur la tête du gérant, ça, c'est un truc que Hill raconte vraiment dans le livre Wise Guy. Ils avaient réellement l'habitude de ne pas payer leurs additions. Et lorsque la note devenait tellement grande que le gérant venait la réclamer, il l'embrouillait exactement avec les mots qui sortent de la bouche de Tommy dans le film. My friends don't all like to call me a fucking deadbeat, you know, Sonny, you're a real fucking mutt. You know the money we spend in this fucking... Vers la fin de cette séquence du film, une fois que le restaurant est brûlé, Tommy demande à Henry de l'accompagner au resto pour sortir avec une fille.
Ça c'est à peu près exact, à la différence près que Hill a en fait accompagné Paul Jr., le fils de Paul Barrios, Paul Cicero, dans le film. Ensuite, il a vraiment planté Karen comme ce que vous voyez dans le film. Et un mois ou deux plus tard, il l'a épousée. Donc à cette époque-là, ils ont tous les deux entre 22 et 23 ans. La scène de l'entrée par les accès de service du Copacabana est un plan séquence aussi connu pour la prouesse technique qu'il représente que son aspect narratif et cinématographique. Ça fait partie de ces plans qui vous rappellent instantanément le film auquel il appartient. Ce que vous ne savez probablement pas, c'est que ce passage n'était pas prévu au tournage. Enfin, en tout cas, pas en l'état. En gros, la production n'a pas reçu l'autorisation pour entrer par l'accès principal du club, mais seulement par la porte de service. Scorsese a donc improvisé une préparation minutieuse du plan que l'on voit à l'écran. Il a alors utilisé un court passage de seulement quelques lignes dans le livre Wise Guy. Passage dans lequel Karen explique que, lorsqu'il y avait trop de monde devant l'entrée principale, Henry l'emmenait passer par les cuisines. Et c'est ce qu'on voit à l'écran. Comme je vous le disais avant, ce plan est hyper compliqué à tourner. D'abord parce que porter une Steadicam dans les couloirs et à travers toutes ces personnes sur le chemin est un véritable enfer. Ensuite, parce qu'on doit compter sur la précision de chacun des acteurs et figurants pour réagir comme il faut. Si une réaction, un regard ou une phrase ne colle pas, il faut tout recommencer. Il faudra pourtant uniquement 8 prises pour obtenir le résultat du plan final que l'on voit dans le film. Au-delà de sa complexité de réalisation, ce plan est une véritable perle de narration, puisque durant ces quelques instants de film, accompagné de la voix off du personnage, on comprend ce qu'il est devenu et comment tout se passe pour lui. Et petite note, mais qui a son importance, quand vous entendez parler de Hill qui distribue des billets de 20 $, ne pensez pas à l'équivalent de 20 € aujourd'hui, mais prenez en compte l'inflation depuis l'époque en question. On est donc plutôt dans l'équivalent de 200 € passés à chaque serveur. C'est ça qui impressionne d'autant plus la jeune Karen. Sans cette astuce narrative de la voix off, il aurait fallu de nombreuses minutes supplémentaires au film. On n'en saurait pas forcément plus et le film serait prolongé pour rien. Le Copacabana était un véritable club détenu évidemment par un mafieux qui a arrêté l'activité en 1972. Le club a d'ailleurs subsisté jusqu'en 2021 mais a définitivement fermé ses portes à cause du Covid. On clôture ensuite ce premier acte avec le casse d'Air France, aussi évidemment bien réel. Et la manière dont sont décrites les choses sont tout à fait fidèles à la réalité. Sauf qu'en réalité, pour obtenir les clés d'accès au coffre, Hill était plus créatif que ce que l'on voit dans le film. Le garde qui possédait la clé du local de stockage était incorruptible. En revanche, il avait un certain penchant pour les femmes. Alors un soir, Hill l'a invité à boire un verre, enfin plusieurs verres. Et il l'a ensuite laissé se faire plaisir avec une prostituée. Pendant que le garde profitait des services de la jeune femme, Hill s'est faufilé dans la pièce pour récupérer le trousseau de clés. Il a fait un double de la clé et a reposé le trousseau à sa place. Tommy et Henry entrent ensuite dans l'entrepôt comme on le voit dans le film. Voilà Hill et Tommy qui font leur premier gros coup avec l'équivalent de 4,5 millions de $ d'aujourd'hui dans leur poche. Les amis, petite pause pendant cette vidéo pour vous parler de notre cher partenaire, notre partenaire favori, puisque il s'agit de nous-mêmes en fait. C'est AV Concept Products. Nous, on fait des installations au cinéma, on se balade partout en France, en Europe, et on a une chaîne YouTube qui s'appelle AV Concept Products. Et si on fait cette chaîne ici sur laquelle vous vous trouvez, parce que je vous parle de ce film, c'est parce qu'on aime le cinéma, on aime les films, et on pense que c'est bien d'aller au cinéma, mais que c'est aussi cool d'avoir sa propre installation pour regarder les films quand on veut, ce qu'on veut. Et qui sont sortis, même ceux qui sont sortis il y a quelques années, comme Goodfellas qu'on est en train de regarder maintenant. Et si c'est quelque chose que vous souhaitez avoir dans votre sous-sol, dans votre grenier ou dans votre salon, ou dans n'importe quelle autre pièce de votre maison, parfois certains le font dans leur chambre même, eh bien allez jeter un œil sur notre chaîne principale AV Concept Products. Vous verrez plein d'installations qui vous donneront de l'inspiration pour créer votre projet vous-même en allant sur notre site pour acheter des produits indépendamment et créer votre propre installation ou simplement faire appel à nous pour qu'on réalise votre projet de rêve dans votre salon ou dans une autre pièce de votre maison. Voilà, cela étant dit, on peut continuer la vidéo avec Goodfellas et pensez à vous abonner. Bon, maintenant on peut y retourner. Le passage du film est finement conçu. On voit pour la toute première fois Jimmy devenir vraiment violent et Henry est là pour calmer la situation. On comprend aussi qui est Maury que l'on voit pour la première fois à l'écran. Maury qui s'appelait en réalité Martin Krugman et que Henry Hill appréciait en réalité vraiment beaucoup. L'appel que reçoit Henry de la part de Karen dans le salon de coiffure nous permet de faire la transition vers un fait réel survenu dans l'histoire d'Henry. Le voisin d'en face de la rue de Karen et Henry possédait vraiment une Corvette rouge et il a vraiment essayé de violer la jeune femme. Et Hill lui a vraiment éclaté la gueule à coups de crosse de revolver. Hill se souviendra sentir son visage s'enfoncer au fil des coups portés. Sympa. Dans Goodfellas, on retrouve beaucoup de scènes de réunions de famille, comme ici le mariage. Scorsese les intègre notamment avec l'idée de montrer plus tard dans le film l'aberration que ça représente.
Lorsqu'on arrive à la 51e minute, le plan du bar The Suit Lounge, c'est le moment où Billy Batts va être tué par Jimmy et Tommy. On a ici une contraction du temps pour le bien de la narration du film, puisque l'événement s'est déroulé en 2 parties à 2 endroits différents. D'abord, Batts est sorti de prison et a fêté son retour au Roberts Lounge. C'est là qu'il a charrié Tommy et que Tommy n'a pas apprécié. Les choses s'en sont arrêtées là. Puis quelques jours plus tard, Billy Batts, Tommy, Jimmy et Henry sont tous présents au bar The Suit. Et pourquoi sont-ils là-bas ? Eh bien, comme l'indique le film, nous sommes le 11 juin 1970. Et le 11 juin, eh bien, c'est l'anniversaire de Henry Hill. Et ce bar, c'est pas juste un simple bar, mais c'est son bar. Le bar qu'il a à la base acheté après le coup du casse de l'entrepôt d'Air France pour se mettre au vert, à la demande de Karen. Mais évidemment, si c'est pas lui qui venait à ses anciennes fréquentations, c'est elle qui revenait à lui. À cette époque, Tommy et Henry sont déjà bien remontés à la coke, ce qui rend Tommy d'autant plus dingue. La réalité des faits était surtout que Batts, qui était bien sorti de prison, s'était fait prendre son activité d'usurier par Tommy et Jimmy. Et les deux briscards n'avaient aucune intention de lui rendre son business. Alors oui, Billy Batts se serait bien fichu de la gueule de Tommy, mais la motivation des deux résidait surtout dans le fait de garder leur business plutôt que de se venger. Il expliquera dans les commentaires du film que Jimmy s'est tellement acharné sur la tête de Batts que son revolver s'en est disloqué. Après l'avoir mis dans le coffre, le pensant mort, ils sont vraiment passés voir la mère de Tommy. Et là, on arrive à l'une de mes scènes préférées. Cette scène surréaliste décrit en quelques instants l'état de folie des personnages. Ils passent manger un morceau et rigolent tout simplement du crime qu'ils viennent de commettre. Alors ça s'est pas forcément passé exactement comme ça, mais ils sont bien venus chercher une pelle, de la chaux et un couteau pour enterrer Billy Batts. Et pour votre culture cinématographique personnelle, on a durant ce passage 3 clins d'œil. D'abord, comme beaucoup de films de Scorsese, sa maman et son papa apparaissent dans le film. Ici, c'est donc sa maman que l'on voit à l'écran. Ensuite, le tableau que montre la mère de Tommy, donc la mère de Scorsese, est en réalité un tableau réalisé par la mère de Pileggi, l'auteur du livre Wise Guy qui sert de base au film. Et si vous vous demandez comment c'est possible que la maman de Scorsese joue si bien, eh bien c'est parce qu'elle ne joue pas, elle est simplement elle-même. Mis à part le tableau montré qui était prévu, le reste de la conversation est totalement improvisé. Pour que la situation reste naturelle pour sa maman, le réalisateur l'a simplement briefé de la manière suivante. Ton fils arrive tard à la maison avec une bande de copains, accueille-les comme tu le ferais normalement. It was a whole thing, and then they improvised everything. The only thing that was written was, "Did you see my painting?" Et finalement, ce tableau, eh bien, c'est la reproduction d'une photo de National Geographic de 1972. Plutôt fidèle. On retrouve ensuite Henry avec ses 2 collègues qui déterrent le cadavre de Billy Batts. Ils ont dû également faire ça pour les raisons évoquées dans le film. Lorsqu'ils l'ont déterré et déplacé, il racontera que le coffre puait tellement qu'il n'arrivait pas à en retirer l'odeur. Grâce au montage de Scorsese, on sait que le meurtre de Billy Batts est d'une certaine manière le point pivot du film. Le point où les choses vont commencer à mal se passer. Alors qu'on a eu jusqu'à présent une vision fraternelle et familiale de la bande, certes d'escrocs et de voyous, la scène de Spider nous fait définitivement basculer de l'autre côté. Cette scène qui s'est elle aussi réellement produite démontre pour ceux qui en doutaient encore que ces gars-là sont bien de grands sociopathes. Même Burke, qui charriait simplement Tommy, n'est pas embêté par la mort de Spider, mais par le fait d'arrêter de jouer aux cartes et en outre d'avoir à enterrer le corps. Spider, de son vrai nom Michael Janko, sera enterré dans le sous-sol du bar de Jimmy, le Roberts Lounge. D'après Hill, 18 personnes ont été enterrées là-bas. Les corps ayant été recouverts de chaux, lorsque la police perquisitionnera les lieux, ils ne retrouveront que quelques os, dont ceux que l'on pense être ceux de Marty Krugman, morts dans le film. Henry et sa bande ont bien entendu aussi été envoyés en prison pour les raisons qu'il mentionne dans le film. Au-delà de l'arc narratif général, tout ce qui se passe est juste. Jusqu'à la limousine qui vient chercher Henry à la sortie du bar, puisqu'il était sorti boire un coup avec ses potes avant d'aller en prison. À cet instant, on le voit pour la première fois prendre des pilules et en grand nombre, ce qui nous fait comprendre que c'est pas vraiment du Doliprane, quoi. Dans le livre Wise Guy, il explique qu'à cette période, il prenait déjà beaucoup de coke et d'en fait depuis un moment, et qu'il se calmait à coups de 5 ou 6 quaaludes, un peu comme Jordan Belfort que l'on verra apparaître en vrai quelques années plus tard à New York, et à l'écran aussi par le même réalisateur en 2013. Bref, contrairement à ce que montre le film, Hill était déjà vraiment bien dans l'air à cette époque et ne commençait pas tout juste à prendre des pilules. En regardant le film, on pourrait se dire que le passage de la vie en prison est exagéré. Pourtant, ce que l'on voit dans le film est tout à fait vrai, puisque dans les années 70, le système pénitentiaire autorisait vraiment les gangsters à rester en bande dans leurs cellules. But this was what we had guards who told us this is the reality too. I mean, it was all there. It's all there. I mean, there's certain people who were privileged. Hill's privileges were paid for by bribing the guards. Ah oui, un truc à savoir pour votre culture criminelle.
Contrairement à ce que pourraient faire croire des films comme Le Parrain, ou même encore d'une certaine manière Les Affranchis, la mafia ne voulait pas s'occuper de business de drogue, non pas pour des raisons morales, mais pour deux raisons essentielles. D'abord, comme le dit Paulie à Hill, les peines pour trafic de drogue sont bien plus lourdes que pour des vols. Et l'autre fait, lié au premier, c'est que du fait que les peines soient plus lourdes, les gars qui se faisaient choper étaient beaucoup plus enclins à coopérer. Et d'ailleurs, vous le savez parce que vous avez vu le film, c'est exactement ce qui va se produire. En tout cas, ce n'était mais alors en aucun cas pour des raisons morales ou éthiques. Parce que vous l'avez bien compris, dans la mafia, la morale ou l'éthique, vu ce qui se passe dans le film, c'est pas la première qualité la plus développée parmi ces individus. And these are the guys that Jimmy put together for what turned out to be the biggest heist in American history, the Lufthansa heist. Et là, juste en coup de vent sur ce plan, durant ce passage, Scorsese fait un clin d'œil à une situation réelle des protagonistes. Je vous explique. Vous voyez cette télé qui diffuse un match de basket ? Elle n'est pas là par hasard. Bon, vous avez compris que le film Goodfellas est très fidèle à la réalité. Mais vous savez aussi, et on le voit encore dans cette vidéo, qu'il est impossible d'intégrer tous les éléments d'un livre de plus de 200 pages dans un film de seulement 2h30. La raison réelle pour laquelle Jimmy Burke, Jimmy Conway dans le film, sera réellement mis en prison plus tard, c'est pour avoir truqué des matchs de basket avec Henry Hill. Burke a d'ailleurs fait ça alors qu'il était encore en prison. Il avait une autorisation de sortie la journée et il allait à Boston truquer les matchs et repartait dormir le soir en prison. Pour être honnête, je n'ai vu aucun article y faire référence durant mes recherches. Mais après avoir écouté les commentaires de Hill et surtout lu le livre, c'est impossible que ces matchs de basket soient diffusés à ce moment précis du film en sachant ce que l'on sait de l'histoire de Burke et Hill et du goût de Scorsese pour les détails. Le casse de la Lufthansa est réellement historique puisqu'il reste à ce jour le plus gros casse jamais exécuté. Hill, qui n'était pas assez dur à cuire selon Burke, n'y a pas participé de manière opérationnelle. C'est pour ça qu'on le voit apprendre la nouvelle à la radio. En réalité, contrairement au casse de Air France, celui de la Lufthansa a été très violent. L'ensemble des gangsters étaient cagoulés. Si bien qu'aucun ne pouvait être reconnu par les gardes lorsque la police a fait un tapissage avec les photos de criminels potentiels. Personne ne pouvait être reconnu, sauf un, et c'était Tommy DeSimone, puisqu'à un moment, il a retiré sa cagoule pour s'essuyer la tête. Ce qui va nous amener à une suite d'événements et de plans incroyables à voir ensemble. Bon, l'ensemble des membres commence à faire n'importe quoi avec l'argent et Burke devient de plus en plus suspicieux à l'idée de se faire choper. La cupidité ayant totalement raison de lui, sous couvert de vouloir protéger les membres, il décidera, avec Paulie, de ne donner qu'un peu d'argent au fur et à mesure à chacun. S'ensuit une série de meurtres dont on n'aura pas la preuve formelle qu'ils sont commis par Burke, mais dont la police aura la confirmation de la part de Hill durant ses témoignages. Les meurtres que vous voyez à l'écran sont bien ceux qui se sont produits et dans les mêmes conditions. Et comme le dit Hill dans le film, la raison pour laquelle lui ne s'est pas fait tuer par Jimmy, c'est tout simplement parce qu'il a eu l'instinct de survie. Il n'a rien réclamé après son petit cadeau de Noël que l'on voit dans le film. Les plans qui montrent les cadavres retrouvés dans New York ont été minutieusement pensés par Scorsese. Et encore une fois parfaitement réalisés par Michael Bauhaus, le directeur de la photographie, et son équipe. Dans cette scène, par exemple, c'est incroyable. D'abord parce que, comme je le disais à l'instant, Scorsese l'avait déjà totalement imaginé lorsqu'il a griffonné les croquis qui lui serviront de storyboard pour le film, avec y compris la musique Layla en fond de Derek et the Dominos. Pour que le plan soit parfaitement cadré et temporisé, la musique a été jouée durant le tournage pendant le mouvement de caméra. Ensuite, pour tourner ce plan, qui est magnifique à l'écran, il a fallu créer un mécanisme très particulier. Au départ du plan, c'est évidemment une grue qui porte et amène la caméra vers le camion. Mais en aucun cas, la grue ne peut évidemment rentrer dans le camion. Alors en plus de la caméra, au bout de la grue est aussi suspendu le caméraman, avec tout son équipement Steadicam. Il est doucement déposé dans le camion, puis avance pas à pas vers le cadavre de Frankie Carbone, accroché sur un crotte-boucher. Scène qui, pour ceux à qui cela aurait échappé au début du film, retentit ironiquement en référence à la phrase prononcée par Hill en tout début de film. Comme si tout ce qui se passe aujourd'hui était finalement prévisible depuis le tout début. Maintenant, il faut que je vous parle de l'histoire de Tommy DeVito. Enfin, le vrai Tommy, Tommy DeSimone. Dans le film et dans la réalité, c'est exactement ce qu'il se produit. Il pensait qu'il allait se faire nommer Capo. Ce qui est expliqué dans le film, c'est qu'il se fait descendre à cause de l'histoire de Billy Bats. Mais dans ce cas, pourquoi Jimmy et Henry se seraient pas fait buter eux aussi? L'explication implique Karen, la femme de Henry. Dans un livre sorti après le film, il expliquera que Karen avait une aventure avec Paul Vario, Paul Cicero dans le film. Comme quoi, si on se posait la question, Karen n'était vraiment pas orientée sur le physique. Un jour, Paulie apprend par Karen que Tommy a essayé de la violer. Ça fait enrager Paulie, il l'a alors balancé plus haut dans la hiérarchie en chargeant un max Tommy DeSimone et en balançant toutes les choses qu'il avait jusque-là cachées. C'est comme ça que Tommy s'est retrouvé à se faire descendre. D'ailleurs, c'était pas une balle dans la tête qui s'est pris, mais c'était vraiment plus long, à coups de pied et à coups de batte de baseball. Bref, il a dû souffrir.
D'ailleurs, ce serait John Gotti lui-même qui s'en serait chargé, Billy Batts ayant été l'un de ses protégés. John Gotti deviendra le grand patron de la famille Gambino quelques années plus tard. Regardez la série sur Netflix pour en savoir plus sur le bonhomme. Voilà donc tout ce qu'il y avait à savoir sur ce meurtre. Ou est-ce que c'est vraiment tout ce qu'il y avait à savoir sur ce meurtre? En faisant les recherches sur la mort de De Simone, je suis tombé sur ce site qui enquête sur la question et a rencontré un ancien gangster présent à l'époque. D'après lui, ce serait Jimmy Burke qui aurait descendu Tommy sur ordre de la famille Lucchese et Gambino, et donc aussi de Polly. Et ça se serait passé chez Burke, dans sa maison, en 1979. Je vous mets le lien en description sur le sujet si ça vous intéresse et vous laisse vous faire votre propre avis sur la question. Maintenant, revenons-en au film. Arrive à présent le dénouement de l'histoire avec le troisième acte. Habituellement, le troisième acte contient le climax du film, le moment intense où tous les problèmes se résolvent. Dans Les Affranchis, pas de climax, juste un twist. Scorsese casse encore un peu plus les codes établis du cinéma traditionnel. Le rythme s'accélère, les riffs de guitare de Harry Nilsson et les rails de coke nous expliquent tout en un clin d'œil. Hill est percheuse en fait et à la coke. Les James Scott sont de plus en plus nombreux, les yeux de Hill sont vitreux et son visage est blanc de fatigue. Ce passage s'est aussi réellement produit dans la vie de Henry Hill. L'hélicoptère, les allers-retours, la perte totale de sens des priorités, la sauce pour les pâtes, le frère en fauteuil roulant à aller chercher à l'aéroport et évidemment aussi la nounou qui parle au téléphone. Tiens, est-ce que vous aviez déjà repéré le petit carré noir qui cache le logo de la compagnie aérienne pour pas ternir son image? Lorsque Hill revient à la maison, après avoir été relâché, il est totalement redescendu de ses stimulants. La pièce est vide, le plan est large et il n'y a plus de musique. Hill est face au problème qu'il a lui-même créé, c'est le moment de passer à la caisse. Lorsque Karen passe voir Jimmy dans son entrepôt et lui demande si Henry a dit quelque chose à la police. Bien sûr, Karen n'en sait rien, mais cela ne rassure pas Jimmy. Et arrive alors cette scène où il lui propose des robes à aller chercher dans le magasin délabré, juste un peu plus loin dans la rue. Scorsese réussit à créer cette tension grâce au travelling et à la vue subjective de la caméra. On découvre petit à petit le local. La question qu'on est donc en droit de se poser, Jimmy compte-t-il vraiment tuer Karen? Car après tout, pourquoi il ne l'aurait pas fait juste avant, quand il était encore avec elle? Plusieurs théories circulent sur la question, alors voici la mienne. La règle de base dans la mafia, c'est qu'on ne touche pas aux femmes des autres associés. Bon, ça c'est la règle de base, sauf qu'on voit bien que l'honneur ou les règles tenues, Jimmy et les autres, c'est pas trop leur truc. Alors peut-être qu'après tout, Jimmy voulait peut-être vraiment lui offrir ses robes. Non mais ces deux gars qui ne réagissent pas lorsqu'elle arrive dans le local paraissent vraiment bizarres, au moins autant que le magasin lui-même. En fait, Scorsese nous donne une solution à la fin du plan, lorsque la caméra remonte. Vous l'avez compris, le réalisateur ne laisse rien au hasard. Et c'est juste impossible que ce feu rouge Don't Walk et au-dessus le panneau One Way qui montre la direction du magasin ne soit pas intentionnel. Ma théorie reste tout de même que Jimmy veut la kidnapper pour que Hill ne fuit pas et accepte de se faire descendre à la place de sa femme. Après, je ne sais pas s'il aurait vraiment tué Karen. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La conclusion de l'histoire est qu'Henry et Karen sont obligés d'accepter de rentrer au programme de protection des témoins. La discussion que vous voyez à l'écran est précisément celle qu'ils ont eue avec l'adjoint du procureur. Et le vrai adjoint du procureur, c'est celui que vous voyez à l'écran. Il s'appelle Edward McDonald, il est donc en train de jouer son propre rôle. Le journal que ramasse ici Henry Hill est le Youngstown Vindicator, journal qui existe réellement. Le clin d'œil ici est que Youngstown est aussi appelé Mobtown, ville de la pègre quoi. Voilà donc pourquoi Scorsese s'amuse une dernière fois pour cette fin de film à nous laisser un message. Enfin, dernière fois, pas tout à fait, puisque juste après avoir ramassé le journal, il claque la porte. Mais la porte ne fait pas un bruit de porte, écoutez bien. Et oui, le message de Scorsese est simple, Henry Hill a quitté son univers dans lequel il était finalement pris au piège pour finalement se retrouver enfermé dans sa nouvelle prison, la maison de monsieur et madame tout-le-monde. I'm an average nobody. Get to live the rest of my life like a schnook. Le mystérieux plan de fin est pour le coup la dernière référence de Scorsese, et voilà son explication. Because basically, in the Great Train Robbery, they commit this great robbery, and then at the end, the police get them all, and somebody in the last shot fires a gun right into the camera. That's why I have Joe Pesci firing the gun at the end into the camera of Goodfellas. Basically, in Goodfellas, it's a bunch of outlaws who do this incredible robbery, and then they all kill each other, and the police get them at the end. It's exactly the same story. En réalité, le vrai Henry n'a jamais réellement arrêté ses bêtises. Même une fois dans le programme de protection des témoins, il ne pouvait pas s'empêcher d'aller boire un coup. Et après avoir bu un coup, il disait qui il était. I don't like being sober. I don't. Pas forcément l'idéal pour la discrétion. Ça, additionné au fait qu'il ne faisait pas que boire, mais aussi prendre toutes les drogues possibles et imaginables, et qu'il les vendait surtout aussi en grande quantité. Bref, Hill a peu à peu grillé toutes ses chances d'être protégé par la police, jusqu'au jour où il s'est vraiment fait arrêter
pour trafic de drogue. Et à ce moment-là, il avait déjà balancé et informé tout ce qu'il y avait à informer. Le juge l'a donc envoyé en prison en Californie. Prison dans laquelle se trouvaient un tas de truands mafieux qui étaient tous prêts à liquider Hill pour avoir balancé ses collègues, et surtout aussi parce que sa tête était mise à prix. Après 2 tentatives d'assassinat, Edward McDonald a à nouveau aidé Hill en écrivant au juge. Il acceptera de le libérer en conditionnel. Mais évidemment, une fois sorti, Henry continuera ses bêtises, consommant et trafiquant régulièrement des drogues. Il réussira à générer de l'argent avec d'autres livres, des livres qui raconteront son histoire après Goodfellas, mais aussi un livre de cuisine. Le film, de par son style en mouvement constant et surtout sa fin hyper dynamique avec tous ses jump cuts, était à l'époque révolutionnaire et original. Scorsese décrira le montage comme étant à l'image des protagonistes du film, sans éducation, sans respect pour l'ordre établi et à faire des choses juste comme ça leur plaît. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, ce type de montage, c'est la norme. Alors certes, oui, le fait d'être défoncé aux amphetamines et à la coke, c'est pas forcément ce que l'on voit sur nos petits écrans, mais le montage, il fait bien penser. Les Affranchis est reconnu aujourd'hui comme l'un des meilleurs films de gangsters de tous les temps. Il est cité en référence dans une infinité de contenus et inspiré de nombreuses séries et films. Pour ceux d'entre vous qui veulent revoir le film, si vous en avez la possibilité, évidemment, je vous recommande vraiment la version 4K qui vous offre une qualité d'image et de son supérieure à tout ce que vous avez pu voir, même lorsque le film est sorti en salle. Autrement, le film Les Affranchis est souvent disponible sur les plateformes de streaming, alors ne vous privez pas de revoir ce film culte maintenant que vous savez tant de choses à son sujet. Alors malgré cette longue vidéo, impossible de vous transmettre 100% des secrets autour de l'œuvre, mais j'espère que vous en saurez suffisamment pour approfondir les recherches de votre côté. Merci d'être resté en ma compagnie jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, laissez un commentaire sympa et un pouce vers le haut et surtout, abonnez-vous et activez la cloche. D'ici là, prenez soin de vous, regardez plein de bons films dans les meilleures conditions et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!